Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont encore étudiants et qui aimeraient bien gagner un petit peu d'argent et se faire une première expérience pro en tant que développeur freelance. Ou peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà un job mais que la transition vers le monde du freelancing te fait peur. Et bien justement, cette vidéo est faite pour vous tous parce que dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin qui était étudiant il y a encore quelques semaines et qui s'est lancé en tant que développeur iOS freelance en plein milieu de ses études. Et il s'est même retrouvé à cumuler 3 missions en même temps qu'un stage. Dans cette vidéo, on va voir comment il a réussi à trouver ses premiers clients alors qu'il n'y connaissait pas grand chose, comment il a fait pour surmonter cette peur de ne pas être assez compétent pour répondre aux besoins du client, ou encore comment il s'est retrouvé à l'Apple Park en Californie à prendre une photo avec Craig, la figure iconique des conférences d'Apple. Cet épisode est sponsorisé par The Arena Project qui nous aide à créer ce podcast et qui est une plateforme pour apprendre le code tout en résolvant des challenges. Ce qui les différencie des autres plateformes en ligne, c'est qu'ils proposent un vrai parcours progressif pour apprendre des notions précises et poussées de génie logiciel avec une expérience gamifiée, mais surtout en immergeant l'apprenti développeur dans une expérience de développeur. Par exemple, en suivant des cours sur The Arena Project, vous allez coder avec votre propre IDE, vous allez utiliser Git pour publier votre code et recevoir une correction immédiatement, un petit peu comme si vous étiez déjà développeur au final. Cette plateforme s'adresse aussi bien à des personnes qui ont des notions de base et qui veulent en faire leur métier, qu'à des développeurs seniors qui veulent se challenger sur des notions bien précises. Et ils vous donnent aussi accès à leur communauté d'apprentis développeurs et de développeurs experts pour répondre à toutes vos questions. Actuellement, ils proposent un parcours pour apprendre les fondamentaux du génie logiciel, mais ils bossent sur plein de parcours différents, donc n'hésitez pas à y jeter un œil en cliquant sur le premier lien dans la description. Salut Valentin, merci de prendre du temps pour nous parler de ton expérience sur ce podcast. Bienvenue, c'est un plaisir de te recevoir. On se connaît un petit peu en dehors de la chaîne YouTube, c'est vrai qu'on a échangé 2-3 fois. L'idée, comme je te disais en off, juste avant qu'on lance l'enregistrement, pour ce podcast, c'est qu'on parle un petit peu de toi, de ton expérience, et on va surtout notamment parler de ton expérience en tant que freelance, en tant que développeur. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça en détail. Et puis tout ce qui t'est arrivé autour de ça, notamment ton expérience chez Apple. J'en dis pas plus que ça, enfin chez Apple entre gros guillemets. Tu nous raconteras ça pendant cet épisode. Ce que je te propose, c'est qu'on aille directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en 2-3 phrases, et puis comme ça après on pourra rebondir sur différents points. Ok, tout d'abord merci de me recevoir Quentin sur ce podcast. Donc moi je m'appelle Valentin, je suis actuellement en fin d'année d'études de master, donc d'une formation en informatique sur 5 ans. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler donc en freelance sur différents projets pour différentes boîtes dans le développement iOS. Et donc aujourd'hui je suis en freelance pour une boîte qui se situe à Paris. Top. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de tes études, comme là tu arrives sur la fin, comment tu t'es orienté en fait dans tes études? Est-ce que tu savais directement avant d'arriver dans tes études sup que le développement c'était un truc qui t'intéressait? Peut-être déjà que tu savais que le développement iOS t'intéressait ou pas du tout? Enfin voilà, comment t'as fait comment t'as découvert un petit peu ce monde du code? Et est-ce que t'as choisi tes études justement parce que tu savais que tu voulais aller là-dedans, ou est-ce que t'es tombé dedans un petit peu par hasard? En fait, quand j'étais au lycée, donc plutôt vers première terminale, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Il y avait, on va dire, il y a deux trois thématiques qui en ressortaient. Pour te dire, par exemple, à un moment, je songeais peut-être à aller dans de l'hypnose, rien à voir avec aujourd'hui. Mais à un moment, je me suis dit bon, faut que j'essaye des trucs. Donc j'avais acheté deux trois formations sur Udemy pour tâter un peu le terrain en fait. Donc sur du développement web, sur du cyberhacking, parce que forcément, quand on est jeune, on se dit putain, Mister Robot, c'est trop stylé le hacking, faut que j'essaye. Au final, le développement web et donc tout ce qui était cyberhacking, ça m'a pas forcément plu plus que ça, mais je savais que dans l'informatique, il y avait un truc qui m'intéressait, une petite voix qui m'appelait, tu vois, qui me disait vas-y, viens essayer. Alors après, donc il y avait la question, voilà, est-ce que je fais une prépa intégrée, est-ce que je fais une prépa ou est-ce que je fais une autre école? J'avais eu l'occasion de tester, par exemple, une après-midi dans une université, donc en DUT informatique. Au final, ça m'a pas du tout plu. Je me suis dit, ah oui, c'est très théorique, c'est pas du tout comme je l'imaginais. Et donc au final, je me suis dit, si c'est ça, j'ai pas trop envie de plonger là-dedans. Et au final, j'ai participé à un salon Studirama, je crois, à Bordeaux, où en fait, il y a plein d'écoles qui ont des stands et qui montrent un peu leur programme, comment ils appréhendent certains sujets. Et donc, il y avait une école en informatique qui proposait une formation sur 5 ans. Et où là, en fait, c'était vraiment que de la pratique. Donc, dès les premiers temps, tu plongeais dans du C à l'époque.
En gros, pourquoi de C, le langage C, parce que c'est un langage qui, en fait, c'est un peu comme le latin des langages, ils aiment bien le dire comme ça, parce qu'en gros, si tu connais les principes fondamentaux pardon, en C, dans ce cas, alors tu peux les réappliquer un peu dans tous les autres langages. Et donc, la formation m'a, en tout cas, me parlait beaucoup, et donc je me suis dit, bah écoute, j'essaye, et si ça accroche, tant mieux, sinon, bah j'aurais essayé et je partirai sur notre voie. Ouais, carrément. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est que bah, ça a plutôt bien marché, quoi. Ouais, carrément. Ok, trop bien. Et donc tu peux nous parler un petit peu plus de cette école. Est-ce que tu veux éventuellement dire un nom et qu'est-ce que tu as appris durant cette école? Comment, enfin, quel type de compétences t'as pu acquérir? Ouais, et ben cette école, c'est Epitech, donc école privée sur 5 ans qui délivre un master. Je pense que la compétence principale qu'on apprend là-bas, c'est pas forcément un langage de programmation, c'est vraiment toute une logique derrière de comment la programmation fonctionne, comment les langages fonctionnent, et surtout de comment s'adapter en fait aux nouvelles technologies. Parce que aujourd'hui, tu apprends un langage, mais demain, il y a une nouvelle version, il y a un nouveau langage, ou bah voilà, comme avec l'événement de ChatGPT, tout cet événement autour de l'IA, bah, il faut s'adapter, il faut se documenter, et c'est ça qu'on nous apprend tout au long de notre cursus. Ouais, ok. Et du coup, donc aujourd'hui, tu es développeur iOS, tu t'es spécialisé dans cette branche. Mm. Est-ce que tu t'es spécialisé par toi-même en te documentant notamment sur Internet, ou est-ce que l'école a joué un rôle dans cette spécialisation? Et bien en fait, l'école au départ, elle est très généraliste. Donc comme je dis, tu vois du C, après donc tu vois du C++ en deuxième année pour la notion de orienté objet. Donc c'est très généraliste. Et en fait, c'est à partir de la troisième année où on commence un peu à se spécialiser en fonction bah, des stages qu'on aura effectués, des expériences pro et des projets. Parce qu'en fait, on a plein de projets, donc on a des projets web, on a des projets mobiles, et avant ça, on a des projets d'algorithmes, etc. Même des projets d'IA et de jeux. Donc en fait, on voit plein de choses. Et comme ça, on peut se dire, ok, bon, bah moi, je suis plus attiré par le jeu, je suis plus attiré par l'IA, etc. Pour te dire, j'avais commencé, mon premier stage, c'était dans l'intelligence artificielle. Donc c'était du Python avec du TensorFlow, Keras, pour ceux que ça parlera. Euh, et donc pas du tout en rapport avec le développement mobile, mais en fait, à côté de ça, je me formais au développement mobile parce que je me suis dit, c'est quelque chose qui est intéressant. J'étais un peu fan des technologies Apple, je voulais savoir un peu comment on construisait des applications, etc. Et donc pareil, j'ai pris une formation sur Udemy, je me suis formé dans mon coin et peu de temps après ça, je me suis dit bah, pourquoi pas faire des missions freelance pour essayer d'acquérir un peu de l'expérience pro dans ce domaine-là. Ouais, totalement. Bah justement, parlons-en un petit peu de ton expérience freelance. Donc là, d'après ce que tu nous dis, si on essaye de retracer un petit peu la chronologie de tout ça, euh, d'après ce qu'on comprend, et de toute façon, enfin, tu me l'as dit en off, tu t'es lancé en freelance pendant les études. C'est Ouais. ça? Bah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'as fait? Parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent un petit peu au développement, mobile, web, peu importe. On sait aussi que le développement, c'est, enfin, le monde de la tech en général, c'est un monde dans lequel le mode de vie freelance, on va dire, se prête très bien. T'as juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet, si on schématise un peu le truc. Mm. Et du coup, bah voilà, ça s'y prête très bien. Enfin, peut-être plus que dans d'autres domaines, des développeurs veulent se lancer en freelance, veulent avoir cette expérience un petit peu d'indépendant. Comment t'as fait, toi, pour te lancer, sachant que t'étais encore étudiant, t'as eu tes cours à côté, alors je sais pas combien représentait le volume horaire de tes cours, mais je pense que ça te prenait déjà pas mal de temps. Comment t'as fait pour trouver tes premiers clients, pour gérer ta confiance en soi aussi? Parce qu'on se doute que, bah, comme tu nous as dit, tu baignais pas dans le monde du code depuis que tu as 8 ans, donc il y a peut-être aussi ce syndrome de l'imposteur, entre guillemets, peut-être la peur de se lancer, de trouver des clients. Voilà, comment s'est passé ces premiers pas, on va dire, dans le monde du freelancing? Eh bien, donc, quand j'ai commencé le freelancing, là où j'ai vraiment commencé en développement iOS dans le freelancing, c'était en troisième année. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais en stage à temps plein dans une boîte déjà, pas du tout en rapport avec le développement iOS. Et, euh, et donc, comme tu l'as dit, il y a souvent ce petit syndrome de l'imposteur qui arrive et qui te dit, voilà, bon, est-ce que t'es bon, assez bon pour proposer des services à des clients? Ça, je pense qu'on l'a tous à un moment quand on veut se lancer. Et bah, honnêtement,
je pense que là, avec le recul que j'ai, je pense que je vois le Valentin d'il y a 2 ans, je me dis, il était pas forcément prêt. Par contre, il a fait le pas de prendre les devants, de s'inscrire là sur des plateformes de freelancing comme Malte. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mon premier client. Et en fait, ça a tout de suite bien marché. Donc, j'ai essayé d'être ultra pro dans la démarche, voilà, dans le développement des fonctionnalités, sur combien ça va coûter, etc. Et forcément, on connaît pas tout. Faut se dire que surtout dans un profil junior, quand on est junior comme ça, on va pas tout connaître. Le client il va nous demander des trucs que vraiment on va pas savoir faire. Et c'est normal. Faut pas avoir peur de se dire, faut que je connaisse tout avant de me lancer. Pas du tout en fait. Vous avez les bases, vous savez vous adapter. Et justement, c'est pour ça que je te disais, l'école nous apprend ça, c'est de s'adapter en fait en fonction des projets et des technos. Mais là, c'est pareil. Donc le premier projet, je savais pas comment le faire, mais en m'adaptant, en faisant des recherches, en testant et en passant des heures dessus, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, donc voilà, donc c'était les premiers temps, première mission en freelance. Et puis moi, l'erreur que j'avais faite au début, c'est que voilà, quand on est en freelance, on se dit voilà, je peux accepter toutes les missions, vas-y, ça va être super bien et tout. Sauf qu'on a un temps limité, faut savoir un peu équilibrer le temps de vie perso et pro. Donc je crois qu'à un moment j'étais en stage temps plein avec 3 missions freelance. Il faut jamais faire ça. Hmm. C'est mentalement c'est dur à tenir. Aujourd'hui je le referai pas. Mais au moins je pense c'est une erreur qui fait apprendre et qui fait réfléchir sur voilà sur nos limites et sur qu'est-ce qu'on peut faire avec le temps qu'on a quoi. Ouais, c'est sûr. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis là parce que tu te retrouves dans une position de junior, encore en études, et là tu nous dis, je m'inscris sur Malte et directement je trouve deux, trois missions que j'arrive à cumuler en même temps, enfin que j'arrive avec beaucoup de difficultés, mais que Mm. voilà, enfin tu trouves trois missions en même temps. Et ce discours, il est alors assez surprenant peut-être pour des gens qui vont nous regarder, peut-être moins pour moi et pour toi, parce que ça t'est peut-être arrivé naturellement. Et quand on entend ça, on se dit comment t'as fait? Comment t'as fait pour trouver trois missions alors que peut-être la plupart des gens qui vont nous écouter, qui auraient peur de se lancer, se diraient est-ce que j'ai assez de compétences? Est-ce qu'on va accepter mon profil? Est-ce qu'on va me proposer des missions? Est-ce que pour toi, c'est dû à de la chance, à des compétences que tu avais que d'autres n'avaient pas? Peut-être que tu as bossé plus que les autres, peut-être que tu t'es formé plus que les autres, que tu as acquis des compétences que d'autres n'avaient pas. Enfin, voilà, pour toi, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est juste qu'il y a une forte demande et à partir du moment où tu t'inscris et que tu as un profil un minimum professionnel et compétent, tu trouves des missions? Ou est-ce que selon toi, tu as fait un, un step de plus que les autres? Non, je pense que j'ai pas fait de step de plus. En fait, je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment se poser la question voilà, est-ce que je m'inscris sur Malte et est-ce que, enfin, sur Malte ou d'autres plateformes, et est-ce que je me mets en mode disponible, donc en mode je suis là pour Hmm. répondre à un besoin. Euh, Comme j'ai dit, je n'avais pas du tout les compétences qu'on m'a demandé. J'ai démarré, j'avais fait une formation Udemy derrière, j'avais quelques bases, j'avais fait une application, etc. Mais j'avais pas du tout les compétences où je savais pas comment faire le projet du client, clairement. Donc forcément, après, c'est sur le terrain en fait que tu apprends et Hmm. que les compétences vont se développer, qu'on développe pour le client. Donc en vrai, Ouais. je pense que vraiment le truc c'est juste de se former un peu avant, forcément. Je pense qu'il y a pas, faut pas arriver comme ça les mains dans les poches et dire voilà je sais faire des trucs. Non, faut vraiment un minimum se former. Et dès qu'on sent que voilà on a un peu des bonnes bases, on comprend des trucs, je pense que c'est vraiment faut plus se poser de questions et à un moment faut juste se lancer. Et c'est difficile de trouver je pense la couche où on se dit voilà on est prêt et on ne l'est pas. Et en Hmm. général cette couche nous on la met très très haute la barre alors qu'en fait on peut juste être là et démarrer direct. Ouais, et j'ai l'impression que d'après ce que tu me dis, en fait, la question c'est pas tant qu'est-ce que je sais faire techniquement, que ce soit du dev iOS, Android, peu importe, qu'est-ce que je sais faire dans ce domaine-là? Est-ce que j'arrive à créer une app classique? Est-ce que j'arrive à gérer un back-end? Est-ce que j'arrive à intégrer une API de ChatGPT par exemple? Ça, à la limite, j'ai l'impression que c'est des questions qui sont secondaires, voire même pas du tout importantes dans le fait de prendre une décision de se lancer ou d'attendre encore un petit peu et de se former, mais plus
enfin, plutôt que la question la plus importante à laquelle il faut réussir à répondre, c'est est-ce que j'arrive à moi-même aller chercher les compétences? Là, tu nous dis, je suis allé chercher une formation sur Udemy ou n'importe quel autre site web, et en fait, même si j'avais pas les compétences nécessaires, le client il m'a demandé de faire un truc, et je suis allé chercher les compétences, je suis allé chercher comment faire ce qu'il me demandait de faire, et j'ai l'impression que du coup, la compétence que tu as apportée au client, c'était pas forcément une compétence technique, mais c'était plus la compétence de savoir chercher, savoir où chercher et comment chercher pour trouver une réponse aux besoins du client, quoi. C'est ça. Bah, il y a un peu de ça, et donc il y a aussi, ça revient un peu au fait de, voilà, apprendre à apprendre en fait. Hmm. On va pas forcément savoir comment faire, mais on va apprendre à le faire parce qu'on a besoin de le faire. Ouais, totalement. Et c'était quel type de client que tu as eu pour tes premières missions? Alors les premières missions, donc c'était une start-up donc qui était toute jeune, hein, c'était des étudiants de l'Amiens qui l'ont qui l'avaient lancé. Ensuite, c'était une autre start-up dans le domaine de l'éducation, donc de l'écriture de cours de développement iOS. Et une troisième start-up, donc c'était vraiment que des petites start-up hein, que j'ai eu au départ, un éditeur d'applications mobiles. Mais c'était Ok. c'était des plutôt gros projets et c'était super challengeant de commencer avec ce type de prestations. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Là, tu nous parles, enfin voilà, on voit que c'était quand même 3 startups, donc c'est peut-être pas dû au hasard. Euh, déjà, est-ce que tu penses que c'est dû au hasard ou est-ce que le fait d'avoir un profil un petit peu junior et de te présenter aussi, enfin, je pense que tu t'es présenté comme un étudiant et que tu as dit, bah voilà, je suis pas expert iOS, hein, ça fait pas 5 ans que je Mhm. fais ça. Est-ce que tu penses que ça a joué sur le type de profil que tu as attiré? Bah, c'est possible parce que clairement, quand on commence sur Malte comme ça, les prix sont beaucoup moins hauts que des Hmm. seniors. Donc forcément, pour des startups pardon, qui commencent, bah, c'est moins cher pour elles, donc c'est un avantage. Euh, Moi, je me rappelle, tu vois, j'avais facturé quelques milliers d'euros bah, une prestation pour faire une application un peu de A à Z. Mhm. Mais aujourd'hui, une application à ce prix-là, t'en trouves nulle part. Mais parce que j'étais, voilà, j'étais étudiant, je manquais d'expérience, donc je savais pas forcément déjà combien ça valait. Et puis, bah, moi, j'étais déjà content de toucher mes premiers sous en tant que développeur, donc ça, c'était gagnant pour les deux. Ouais, totalement. On va reparler justement de définir son pricing et comment t'as fait, Mm. enfin, comment tu t'es dit, je facture tant par jour au début. Mais parlons un petit peu des projets. Donc là, c'était des projets que tu avais à faire de A à Z. Est-ce que les trois, c'était des projets que tu avais à développer entièrement et est-ce que tu étais tout seul sur le projet? Alors le premier projet, donc c'était une startup. Je sais pas, est-ce qu'on peut donner des noms sur le. On peut, ouais, c'est toi qui vois, on Ouais. peut. Ouais. Bon bah la première startup elle s'appelait Orion. Donc en fait c'est une startup qui a été lancée par des étudiants de l'Union. Petit big up à Thomas et Stéphanie s'ils regardent cette vidéo. Et en gros la vision qu'ils ont c'est qu'ils voulaient créer une application. Enfin ils veulent créer une application mobile qui va venir aider les personnes malvoyantes. Donc en fait l'application elle va utiliser la caméra pour détecter des objets que l'utilisateur aura choisi juste avant. Donc ça peut être par exemple des clés, une bouteille, etc. Et avec la caméra, on va détecter l'objet et on va lancer un système de tracking, donc pour traquer l'objet, et de guidage. Donc avec les vibrations du téléphone, le son, etc. Et donc la première version, quand j'ai commencé avec eux, c'était donc voilà cette fonctionnalité de recherche d'objets. Et donc l'application, j'étais avec Thomas qui était data scientist et qui avait généré le modèle d'intelligence artificielle pour pouvoir détecter les objets. Et donc tout ça, voilà, c'était une application ils avaient déjà une base d'application, mais on avait repris l'application de A à Z. Puis après, on avait cité des premières versions en interne qu'on a ensuite déployées sur l'App Store. Hmm. Donc ça, c'était la première mission qui a resté très longtemps. J'étais avec eux en relation avec eux pendant 2 ans. Donc on a très bien collaboré sur cette application et donc ensuite il y avait le deuxième projet donc chez chez Disco qui est une entreprise qui fait donc des cours iOS pour des écoles. Cette entreprise donc j'avais fait 5 cours UI Kit alors que moi-même j'étais junior hein.
Donc c'était super drôle, mais je l'ai pris vraiment le truc au sérieux et j'ai vraiment essayé de faire comme si j'expliquais voilà à des étudiants en faisant des screenshots, en mettant des petits, en entourant en rouge ce qui était important, en mettant des petites infos, etc. C'était sur voilà des architectures en iOS, comment faire des écrans basiques en UIKit, ce genre de choses. Et la troisième mission, donc là je l'avais pas eu sur Malte, je l'avais eu avec une connaissance qui était un ancien étudiant d'Epitech qui avait monté sa boîte, qui s'appelle Necar. Et en fait, ils avaient une application qui s'appelle Timetable. Euh, et la particularité de cette application, c'est qu'elle avait été téléchargée par 300 000 utilisateurs déjà. En gros, l'application, c'est un calendrier, mais un peu plus fun, avec plus de couleurs, Hmm. euh, avec un design un peu plus sympa que le calendrier basique d'Apple, et avec quelques fonctionnalités en plus. Et donc moi, j'ai fait les widgets iOS 13, donc avec SwiftUI. D'ailleurs, juste après avoir suivi ta formation. Et j'avais fait une fonctionnalité de partage de calendrier. Ok, top. Donc des projets assez variés. Ouais. Le premier projet dont tu nous as parlé d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que il me semble que tu m'en avais parlé un petit peu à l'époque, ou en tout cas ça faisait moins longtemps que tu avais bossé sur ce projet-là. Euh, Impressionnant de se dire quand même, je pars de quasiment rien. On m'a pas formé à l'école à bosser sur des frameworks d'intelligence artificielle, et j'ai réussi à gérer une application comme ça. Enfin, tu vois, on pourrait se dire quelqu'un qui se lance, un profil junior, bah, il va peut-être plus essayer d'aller chercher des projets relativement simples entre guillemets, comme des créations de landing page, de sites vitrines pour des petits business ou des applications assez simples. Toi, comment t'as vu ça? Est-ce que, en fait, là, juste le fait de dire intelligence artificielle, on a l'impression que le projet est complexe, mais en fait, non? Ou vraiment, c'était quand même challengeant, et comment t'as fait pour gérer ce challenge-là? Bah, en fait, c'était un peu un coup de chance cette mission, parce qu'en gros, comme je t'avais dit, j'avais fait mon premier stage dans l'intelligence artificielle. Ouais. Donc en fait, Hmm. j'avais déjà un peu cette base de savoir. En plus, c'était sur du computer vision. Et donc là aussi, c'était du computer vision. Donc même si c'était pas les mêmes technos, je connaissais un peu la logique derrière, comment ça fonctionnait. Et en gros, il fallait que je réutilise un peu mes connaissances lors de mon premier stage pour l'appliquer ensuite en iOS, donc avec les frameworks d'Apple, avec CoreML, avec Vision. Et donc ouais, c'était un peu un coup de chance. Après voilà, forcément les différences c'est pareil. Donc là, ça reprend le même principe qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de chercher, de se documenter, d'essayer des trucs. Forcément, les premières versions n'étaient pas optimisées. Par exemple, on faisait des détections sur toutes les images, des images de la vidéo. Hein. Et maintenant, par exemple, on faisait des détections toutes les 5 Hmm. images. Et après, on faisait un tracking pour optimiser tout ça. Ok, top. Et est-ce que typiquement cette expérience de ton premier stage, je suppose que tu l'avais inscrite dans ton profil sur Malte ou n'importe quelle autre plateforme, est-ce que tu penses que du coup tu as attiré ce type de client, ou enfin est-ce que tu penses que ça a joué cette première expérience, et que tu as attiré des clients qui avaient besoin justement de ce type de compétences que t'as mis en avant? Je pense oui, parce que même si j'avais même si j'ai fait cette première expérience en intelligence artificielle et en Python, sur Malte, je me vendais vraiment comme un développeur iOS parce que c'était là-dedans que Hmm. je voulais faire des prestations. Mais j'avais quand même mis voilà le stage pour montrer que voilà je sortais pas de nulle part. Donc je pense que ça a dû, oui, forcément ça a dû jouer un petit peu sur la recherche. Ok, trop bien. Et du coup, parlons un petit peu du pricing. Comment t'as fait? Tu t'es inscrit sur Malte. À un moment, je crois que dans le process d'inscription, ils te demandent ton TJM, donc ton taux journalier, donc c'est-à-dire combien tu vas facturer à la journée de travail. Mhm. Comment t'as réfléchi face à cette question? Est-ce que tu t'es dit, tiens, je mets un prix hyper bas, ou je mets le prix moyen? Enfin voilà, comment t'as réagi? Bah alors c'est compliqué parce que le pricing, surtout quand on débute, je trouve que c'est un peu compliqué, mais en fait on se dit voilà, faut que je me mette pas très cher. Sauf Hmm. que si on se met pas très cher, du coup, le client peut penser ah ouais mais il est pas très bon. Du coup, il faut se mettre un peu plus haut. Mais si on se met trop haut, bah du coup le client il se dit ah ouais, mais il a pas d'expérience, et il est super cher. Du coup, il y a vraiment un entre-deux à avoir. Euh, alors je sais plus exactement combien moi je m'étais mis, je sais plus si c'était en termes de TGM sur moi, je sais plus si j'avais mis 300 ou 250 en termes de TGM sur Mac, mais quelque chose comme ça.
Ce qui est assez faible quand même par rapport à la moyenne quand on regarde. C'est clairement c'est un TGM de junior. C'est un Ok, TGM de junior. Parce qu'après voilà il y a pas que 250 qui vont rentrer dans la poche, donc en plus. forcément ça fait pas beaucoup. Mais pour commencer voilà quand t'es étudiant tu te dis oh, wow, au lieu de faire des cours super vite bah Ouais, je fais ça et bah c'est génial quoi. ok, top. Et du coup, donc grâce à ce TJ, enfin, grâce en partie peut-être à ce TJM, parce que peut-être que si t'avais mis deux, trois fois plus cher, t'aurais peut-être pas eu autant, entre guillemets, de clients. Mm. Euh, Est-ce qu'une fois que t'as trouvé le premier client, tu te dis, oula, j'ai trouvé assez rapidement, je vais monter mon TJM. Et est-ce que par la suite, t'as rapidement monté ton TJM comme ça? Comment il a évolué pour l'émission d'après? En fait il a pas monté. En fait comme c'était un peu du bonus le freelance, Hmm, euh, je l'ai laissé comme ça. Et puis en fait certains clients ont été satisfaits du travail réalisé. Donc en fait, tu vois, par exemple avec Orion, ça fait depuis 2 ans qu'on était en travaillant ensemble. hmm, Donc en fait, j'ai même plus besoin de rechercher des clients après ça. ouais, Euh, d'accord. mais le chez moi, non, il a pas trop bougé en 2 ans parce que c'était un truc à côté, parce que voilà, moi je m'étais pas intéressé à tout ce qui était négociation, etc. Hmm. Pour moi, c'était un truc qui dépannait et sans plus que ça. Je cherchais pas à vivre complètement de la freelance à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'était à côté de tes études Mm. et donc forcément c'était, ouais, comme tu dis, du bonus à côté. Ok, là tu parles au passé, je suppose que du coup il y a une phase présent, on va dire, on y reviendra juste après, parce que là pour l'instant on est encore dans la phase où t'étais encore bien dans tes études, au milieu de ta scolarité. Juste pour finir sur cette phase-là, tu nous as dit que tout ce que tu gagnais ne rentrait pas dans ta poche parce que justement derrière il y a des charges et des cotisations à payer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Est-ce que tu avais déjà un statut à l'époque ou est-ce que tu as fait ça de manière un peu bancale? Comment tu as réfléchi à l'époque de comment engranger tes premiers euros? Est-ce que tu t'es dit il faut tout faire carré dès le début et que tu t'es mis une pression entre guillemets supplémentaire, ou est-ce que tu t'es dit go, je m'inscris, j'empoche mes premiers chèques et après on verra? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire les prestations, j'avais déjà ma micro-entreprise, puisque un an auparavant, j'avais fait livreur Uber Eats. Je pense Ok. qu'on pas mal de gens ont fait ça. Juste après que ils payent plus les livreurs, malheureusement, Uber Eats. Mais euh, mais ouais, du coup, j'avais déjà la micro-entreprise et moi, je suis parti du principe que voilà, je connaissais pas trop le milieu et tout, donc je me suis dit le plus carré je suis, le mieux c'est. Maintenant, après, voilà, s'il faut commencer, qu'il n'y a pas de micro-entreprise ou quoi, je pense que ça peut être pas mal de tâter le terrain, d'essayer une première fois sans forcément avoir une micro-entreprise. Et après, dès qu'on voit que ça marche, bah là, on crée et on déclare les chiffres d'affaires. Ouais. Euh, mais je l'ai joué plutôt carré dès le début, donc c'est-à-dire dès qu'il y a ça qui est rentré, je le déclarais, je payais les cotisations et je posais pas de questions. Ouais, surtout que, alors, faut faire attention à là ce que je vais dire. Je suis pas sûr à 100% de ce que je dis, mais il me semble que il y a moyen de déclarer ces revenus euh, que tu as générés avant de créer l'auto-entreprise. Il me semble, je sais plus si c'est toujours valable, mais il me semble que j'avais lu un truc comme quoi tu peux déclarer tes revenus jusqu'à 2 mois avant la création de ton entreprise. Ce qui fait que, ouais, comme tu dis, tu peux te dire je teste, même si la création d'une micro-entreprise c'est gratuit, ça prend quelques minutes sur Internet et quelques jours, on va dire, pour recevoir les documents officiels. Ça se fait vraiment hyper facilement. Mais même malgré ça, il y en a qui se diraient, voilà, enfin, faut quand même faire attention parce que derrière, tu as des obligations, tu dois déclarer un chiffre d'affaires, etc. Sinon, tu peux avoir des amendes relativement élevées. Donc, c'est facile, mais faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être intelligent de se dire, je teste, je trouve une première mission et bah, je déclarerai après s'il faut, quoi. Ok, trop bien. Donc du coup, on avance un petit peu dans le temps. T'arrives vers la fin de tes études. Est-ce que le freelancing, c'est toujours quelque chose que tu essayes de développer ou est-ce qu'à côté, tu te diriges plus vers le monde professionnel classique, on va dire, c'est-à-dire avec des stages et un job de développeur iOS ou pas? Bon, je connais la réponse, dans une entreprise. Donc là, à partir Bah, si d'aujourd'hui, on suit, enfin, voilà, si on suit la chronologie, tu fais tes deux trois missions. C'est quoi tes prochaines expériences professionnelles, on va dire? prochaine expérience professionnelle, c'est un stage en temps partiel, donc en contrat salarial.
au sein de Weezings, Ouais. pour ceux qui connaissent. Donc c'est une entreprise dans le milieu de la santé qui fait en fait des objets connectés, style balance connectée, montre connectée, thermomètre connecté, etc. Et en fait, ils ont une application qui va relier tous ces objets-là et dans laquelle on va pouvoir consulter en fait les données récupérées par ces objets. Ok. Donc j'ai fait ce stage-là en dernière année d'études, en cinquième année, en temps partiel. Euh, il y avait peut-être possibilité de continuer au sein de cette entreprise, donc par la voie traditionnelle du salariat. Euh, mais j'avais envie de faire un shift, notamment parce que voilà, il y avait forcément, comme c'était une école privée que j'avais fait, bah, il y avait un prêt étudiant derrière, Hmm. et donc il fallait rembourser un crédit. Donc je me suis dit, bah, plus rapidement pour faire un type de remboursement tel quel, c'est voilà, de faire de la freelance à côté. Et puis je voyais aussi le côté enrichissement, côté relation client, côté négociation, côté démarchage des clients. Donc naturellement, j'ai essayé de pencher sur cette voie de freelance là. Ouais, carrément. On va y revenir justement un peu après sur ce shift, on va dire, ou ce reshift, parce que tu connaissais déjà un petit peu ce monde-là. Comment t'as été recruté chez WeSings? Est-ce que ça s'est fait assez naturellement, ou est-ce qu'au contraire, tu penses que tes différentes expériences euh, pro, parce que c'est des expériences professionnelles hein, en tant que freelance développeur iOS, est-ce que tu penses que ça a joué ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui ont fait que tu as été plus facilement embauché, en tout cas pour ton stage chez eux? Bah, je pense que déjà quand donc c'était sur LinkedIn, le profil il matchait par rapport aux expériences passées. Puis lors du premier entretien téléphonique, forcément, quand un étudiant arrive et il dit que voilà, j'ai fait quelques missions freelance lors de mes études, je pense que ça rassure un peu le recruteur en face, de se dire ok bon, il est pas complètement junior et donc Hmm. ça rassure voilà sur les compétences en tout cas. Euh, Puis après forcément donc tu as les phases de tests techniques qui viennent un peu confirmer en plus ces compétences. Donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement en par divers process de recrutement. Ok, top. Et du coup, ton job chez eux, c'était donc, tu as été embauché en tant que développeur iOS. C'était quoi tes missions principales? Est-ce que tu bossais toujours sur l'app? Est-ce que tu développais un sous-projet? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes missions ou tes soumissions chez eux en tant que dev? Oui, tout à fait. Donc chez eux, donc il faut savoir que j'étais en temps partiel, donc 3 jours semaine. Je développais, j'améliorais des fonctionnalités sur un, un nouvel onglet dans l'application programme de santé. Donc en gros, en fait, ce sont des programmes de santé que l'application va proposer à des utilisateurs pour remplir leurs objectifs de santé, notamment améliorer leur qualité de sommeil, améliorer leurs conditions physiques, leur santé physique. Donc j'ai participé à améliorer certaines de ces interfaces-là. Et puis après, je suis passé sur une team engagement. Donc en fait, la team engagement, c'est pouvoir développer des fonctionnalités qui seront déjà dans l'application pour pousser l'utilisateur à avoir une expérience un peu personnalisée, mais aussi développer des fonctionnalités en dehors de l'application pour pousser l'utilisateur à revenir sur l'application mobile. Donc, Hmm. pour Ok. donner des exemples, parce que c'est très théorique, je pense notamment au widget, tout simplement au widget donc de l'écran d'accueil, de l'écran de verrouillage. Ok. Trop bien. Et du coup, comment tu vois ces deux types d'expériences parce qu'au final, que tu bosses en tant que dev iOS en freelance ou dans une boîte en CDI, en contrat, enfin en CDD, à temps partiel, peu importe, c'est fondamentalement la même chose. Ça veut dire que tu écris des lignes de code, enfin, si on schématise beaucoup, hein. Mais du coup, comment tu vois ces deux expériences? Est-ce que pour toi, c'est quasiment la même chose. C'est juste que dans un des cas, tu reçois ton salaire sur ton compte, et dans l'autre, tu dois envoyer une facture et tu reçois sur ton compte aussi. Ou est-ce que ça va plus loin que ça en termes de responsabilité, en termes de communication, d'organisation? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des différences majeures entre les deux types de missions dans une boîte et en freelance? Je pense que la principale différence, c'est la communication avec le client. En freelance, Ouais. c'est du direct. On communique directement avec le client. Euh, en, en
tant que salarié, ça peut être possible aussi, mais donc dans mes expériences, c'était pas forcément le cas. Moi, j'étais pas en relation avec le client, j'étais vraiment juste sur la partie développement. Euh, sur la partie dev, donc il y a, je pense, un peu plus de responsabilité parce que ouais, tout le développement à faire, il y a la livraison des prestations. Euh, donc je pense qu'il y a un peu plus de responsabilité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, Par contre, je trouve que dans le salariat, donc tu as ce côté plus proche au sein de l'équipe, où là, tu es vraiment avec l'équipe Mm. de développeurs. Je trouve, une plus grosse cohésion. En tout cas, dans mes expériences, hein, je sais que c'est pas forcément le cas, que ça dépend de chacun. Mais je crois qu'il y a une plus grosse cohésion dans le salariat au sein de l'équipe. Et je pense aussi en termes de gains en compétences techniques, il y a moyen d'apprendre beaucoup plus dans le salariat parce qu'en fait, tu es toujours au sein de l'équipe. Euh, Forcément, quand tu fais par exemple tu envoies ton code pour la mettre sur l'application, elle va être revue par d'autres développeurs, donc ils pourront te faire un retour. Et souvent, c'est des développeurs, des lead développeurs, des seniors Mm. qui sont super forts dans leur domaine, qui font un retour. Donc, c'est super enrichissant de recevoir ce genre de retour. Je pense que ça peut être le rêve de tout le développeur d'avoir quelqu'un qui te dit voilà, bah là, t'as pas bien fait ça, essaie plutôt de faire comme ça, ou là, j'aurais plutôt fait comme ça. Et puis, ça te fait prendre un peu conscience que voilà, il y a les formations et ensuite, t'as vraiment le concret où là, vraiment, il y a des choses qui sont un peu différemment. Et donc, ouais, je pense que les deux sont enrichissants. Et alors, ça dépend voilà, des types de profils. S'il y en a qui sont plus, voilà, ils veulent plus parler avec le client, faire des fonctionnalités comme ça avec le client, ou être plus voilà, vraiment que sur la partie dev au sein de l'équipe. Ouais, totalement. Et du coup, lequel de ces deux chemins t'attire le plus, toi? Euh, Moi aujourd'hui c'est plus la freelance, donc de par la relation avec le client, mais aussi euh, voilà j'ai bien aimé voilà tout ce qui était négociation, acquisition client, je trouve que c'est des Mm. trucs c'est je trouve qu'il y a un côté où vraiment on se prend en main et on va de l'avant quoi. Ouais, carrément. Ok, trop bien. Là, du coup, on a fait un sacré bond dans le temps et je sais qu'on a sauté une petite étape assez intéressante, ou en tout cas moi qui m'a fasciné quand tu me l'as raconté. Je l'ai vécu un petit peu en live par certains moments. Tu m'as envoyé des photos ou des messages pour raconter cette expérience. Je pense que tu sais de quoi je veux parler. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous poser le contexte et nous Ouais, raconter un petit peu comment tu as vécu ce truc-là? ok. Donc ce qu'il faut savoir c'est que dans ma formation j'ai eu l'opportunité d'aller à Los Angeles pour faire une année en fait à l'étranger. Et donc quand j'étais à Los Angeles pour faire ces études, j'ai participé au Swift Student Challenge d'Apple pour voilà essayer de. Je me dis que c'était marrant, je l'avais jamais fait et que c'était le moment d'essayer. Donc j'ai participé à ce challenge. J'ai envoyé donc le projet. Finalement, il n'a pas été retenu par Apple, Donc, est-ce que tu malheureusement. peux ouais, nous expliquer un petit peu ça consiste en quoi ce projet-là? Ouais, c'est vrai. En fait, le Swiss Student Challenge, c'est en gros un challenge que fait Apple tous les ans pour les étudiants. Donc, je crois qu'il se déroule vers avril, mai ou avril. Et dont le but, en fait, c'est de construire une expérience. C'est pas une application en ligne, mais une expérience, en fait, avec les technologies d'Apple. Donc, en ARKit, Core ML, Vision. Euh, et donc, le but, c'est de proposer une sorte d'expérience. Moi, ce que j'avais fait, c'était une introduction au drone FPV, Hmm. First Person View, pour le FPV. Et en gros, le but, c'est que tu construisais ton propre drone FPV parce que tu peux ajouter des pièces, etc. Et après, tu le fais voler, et tu vois ton drone avec ARKit en train de voler, etc. Et donc voilà, donc ça, c'est le projet que propose de faire Apple. Il faut être étudiant pour le faire. Et si jamais le gagnant, si jamais vous êtes sélectionné, pouvez recevoir alors les années précédentes, c'était des goodies, style pull, des pins. Et puis, il faut se dire aussi que, euh, ouais, se dire qu'on a gagné un challenge fait par Apple, c'est super, genre c'est une super belle récompense et c'est limite un honneur de se dire voilà, je participe à ce challenge et Apple a dit qu'il était bon. Donc voilà. Donc, malheureusement, j'avais pas été sélectionné pour ce challenge.
Mais après ça, en fait, ils ont fait un truc qu'ils n'ont jamais fait les années précédentes. Donc, c'est incroyable. Ils ont envoyé un mail à tous les études, enfin toutes les personnes qui ont participé à ce challenge pour dire, et regardez, on vous propose de peut-être venir à la World Wide Web, non, World Wide Developer Conference, donc la WWDC, cette année. Donc en gros, on pouvait dire oui, je veux être dans la liste d'attente, et on avait peut-être une chance d'aller là-bas. Euh, et donc, je me rappelle, j'avais mis dans mon calendrier la date à laquelle ils allaient annoncer la nouvelle. C'était, je crois, un mardi à 18h. Une heure avant, je suis devant mon PC et là, je reçois l'email. Je me dis, oula, putain, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre l'email et là, l'annonce fabuleuse qui dit que voilà, tu as été sélectionné pour aller à la WWDC de 2022. Et là, j'en revenais pas. Juste, il y a un moment où ça fait pause et tu dis, attends, mais est-ce que c'est vraiment en train d'arriver là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, euh, et donc après, comme j'étais déjà sur place, c'était beaucoup plus simple. J'ai pu organiser le voyage jusqu'à à San José, prendre un Airbnb, etc. Et aller en fait sur place pour assister à cette conférence que beaucoup de développeurs rêvaient. Donc franchement, j'ai été super chanceux et merci Apple si voit cette vidéo aussi pour l'invitation quoi. Ouais, de ouf, et surtout que c'est un concours de circonstances, parce que en soi, t'aurais très bien pu participer à ce concours-là de manière indépendante à ton expérience à Los Angeles. T'aurais pu participer en étant chez toi en France Mm. et peut-être gagner la place. Et là, ça aurait été hyper différent parce que, enfin, je sais pas comment t'aurais vécu le truc, mais tu te serais peut-être posé beaucoup plus de questions. Comment je fais pour y aller? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce que certes, je suis invité, mais un aller-retour jusqu'à San José en Californie, bah de France, c'est pas donné en avion. Ouais. Donc là, ouais, c'était carrément un concours de circonstances et c'est des événements comme ça qui se sont enchaînés, qui sont peut-être dus à la chance, mais je suppose que t'as, voilà, enfin, avec le recul, c'est plein de trucs que t'as provoqué par toi-même qui font que tu t'es retrouvé là-bas, quoi. Peut-être après, voilà, c'est la chose qu'on ne peut pas vraiment savoir, Mm. mais clairement, il y a eu un facteur chance énorme là-dessus. Ouais, de ouf. Ok. C'était, il y a un an, je ne me serais pas dit, vas-y, dans un an, je vais être à la conférence des développeurs chez Apple, quoi. Ouais, carrément. Surtout que t'es entré dans l'Apple Park, lieu qui n'est, si je me trompe pas, absolument pas ouvert au public. Non, Donc non, elle est ça vraiment ouverte effectivement. que pendant des événements gros comme ça. Hmm. Et en plus, ils sont vraiment bien jeu parce que voilà, c'était après les périodes de Covid. Donc c'était pas totalement fini, mais ils ont pris le risque quoi, de faire des conférences en présentiel. Elles étaient quand même en vidéo, mais on pouvait les voir sur des écrans en fait dans l'Apple Park. Ils ont vraiment pris des précautions et des mesures pour que ça se passe super bien. Ouais, ok. Et donc du coup, c'était quoi ce déroulé de cette conférence? Parce que la WWDC, donc on connaît surtout la keynote qui se Mm. déroule souvent en juin, je crois, où là, voilà, c'est une conférence qui dure 2 heures environ, qui est surtout destinée, celle-là peut-être pas au grand public, mais presque, surtout aux journalistes, enfin à ceux qui s'intéressent un petit peu à la tech. Et puis après, il y a toute une série de conférences, je crois que ça dure 5 jours, une semaine, Ouais. où là c'est encore plus focus sur, enfin pour les développeurs, donc ceux qui sont vraiment dans ce domaine-là, qui codent dans ce domaine-là. Comment se sont organisées les conférences? Qu'est-ce que tu as appris en gros? Enfin voilà, c'était quoi la suite de toute cette semaine-là? Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc en gros la semaine, c'est là où Apple fait plein de sessions pour présenter ses nouvelles technologies, ses nouvelles API. Euh, donc en fait, en général, moi j'ai pas trop participé à ces conférences parce qu'en gros on était invité qu'un seul jour sur place et après le reste du Hmm. temps on n'y était plus invité, c'était que en ligne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au-delà de la WWDC, il y avait en fait plein d'événements organisés par des développeurs ou alors des groupes de développeurs sur place. Et donc, je crois que j'ai participé à une dizaine d'événements qui ont permis de rencontrer soit des ingénieurs de chez Apple qui venaient à ces événements-là, soit des développeurs qui venaient d'Europe, d'Asie ou de partout dans le monde en fait. Et en fait, comme ça a permis de construire un super gros réseau qui, que j'aurais jamais pu avoir si jamais j'étais pas sur place, quoi. Ouais. T'as Donc des noms j'ai,
d'influenceurs, je sais que tu as vu quelques personnes qui sont assez connues, surtout dans la sphère tech et iOS. Euh, donc dans la sphère technique, j'ai vu Antoine Vanderly, Ouais. qui est donc le fondateur du blog Swiftly. Mhm. J'ai vu le fondateur de Hacking with Swift. Très connu aussi. Ouais. Euh, donc voilà, il y a des personnalités incroyables là-bas. Et puis aujourd'hui, je suis encore en relation avec eux et c'est des gens que qu'on n'oublie pas quoi. Déjà de se dire qu'on Ouais. les voit. Alors non, pardon. Antoine, je l'ai vu dans une autre conférence après, mais j'ai vu en fait ses amis, ses camarades. Mm. Euh, ouais, donc c'était super enrichissant. Et puis même de discuter avec eux sur les technos, sur qu'est-ce qu'ils faisaient. Et c'est vraiment là que j'ai découvert en fait qu'il y avait voilà des développeurs un peu indépendants qui faisaient des applications, notamment un qui s'appelle Jordi Bryn, je crois, qui est néerlandais. Et en fait, lui, pareil, c'est un designer de base. Et en fait, il a genre fait pas mal d'applications en SwiftUI. Et l'une de ces applications avait été sélectionnée pour le Apple Design Award, qui a lieu chaque Mm. année, qui en fait récompense une application qui est super bien designée et qui sert en fait à beaucoup d'utilisateurs. Et c'est fou de se dire que voilà, ces personnes qui développent des applications dans leur coin peuvent être invitées sur des gros événements comme ça et qui sont ensuite reconnus par Apple, quoi. Je trouvais ça fascinant. Ouais. Ouais, et ce qui est ouf, c'est que ça ouvre aussi tout un monde de perspectives. Là, tu vois, on a parlé depuis le début de cet épisode de bosser en tant que développeur iOS. Alors, c'est valable pour quasiment tous les domaines, mais en tant que salarié dans une boîte, en tant que freelance. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que c'est les deux seules voies, avec une troisième voie qui est celle de l'entrepreneuriat, où il faut s'appeler Zuckerberg ou Marc Simoncini ou d'autres grands noms comme ça du monde du web ou des applications et avoir une équipe gigantesque d'experts qui serait même pas accessible pour nous, on va dire, commun du mortel. Euh, c'est ouf de se dire qu'il y a toute une nouvelle perspective qui s'ouvre à toi et qu'en fait t'es pas obligé de suivre l'une de ces deux voies. Comment tu l'as vécu toi? Est-ce que comme ça t'a ouvert des nouvelles perspectives? Est-ce que tu t'es dit tiens, en fait c'est faisable de créer ses propres applications, de créer ses propres sites web. Là en l'occurrence on est plus sur des apps mobiles et du coup d'en vivre. Enfin t'as vu ça? Est-ce que ça t'a ouvert des nouvelles idées? Est-ce que ça t'a donné des nouveaux projets? Ben, en vrai, oui, parce que justement, comme tu dis, ça me dire que voilà, j'ai rencontré, enfin, pas seulement Jordi Brain ou Antoine, j'ai rencontré d'autres gens, plein de gens qui en fait sont des pionniers dans le développement iOS. Typiquement, des gens qui ont créé, Hmm, je sais pas si tu connais Revenu 4 ou Fastlane, des gens hmm. qui bossent là-dessus, c'était là-bas et ils vivaient un peu de leur projet. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, putain, construire un projet et une application mobile, et si ça marche, bah, tu peux complètement bosser à temps plein dessus. Euh, et donc en fait, ça c'est un mouvement que je trouve que je vois qui se met de plus en plus en place. C'est le soloprenariat, je crois, quelque chose comme ça. Mhm. Où en fait, Ouais, ces personnes, voilà, elles essaient de construire des solutions, des applications mobiles qui vont lancer sur des sites web pour acquérir de la visibilité. Et si ça marche, bah, ils vont en temps plein dessus. Ça devient comme enfin, une petite entreprise en fait que eux-mêmes ils ont créée. ouais, carrément. Et, et oui, bien sûr, du coup, sur ma perspective de vision pour la suite et sur les projets qui s'en sont suivis, bah, je le prends beaucoup plus en compte. Ouais, totalement. Bah justement, parlons-en un petit peu, comme ça fera une bonne conclusion hein, sur cet épisode de podcast. C'est quoi tes visions aujourd'hui? T'en es où? Il me semble que tu as fini ce stage il y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà des nouveaux projets? Est-ce que tu es dans une période creuse? Est-ce que tu réfléchis à des projets futurs? Voilà, où t'en es aujourd'hui et dis-nous un petit peu ce que tu fais. Donc aujourd'hui, je suis en freelance pour une autre entreprise. Donc ça a été après un long mois de recherche pour essayer de trouver voilà une mission en freelance. Euh, donc on pourrait faire tout un autre épisode de podcast sur l'acquisition client, sur comment trouver des clients. C'était une grosse expérience et à côté de ça en fait j'essaie de faire des petites applications mobiles à publier sur l'App Store pour pouvoir justement créer ces petites applications qui peuvent peut-être améliorer le quotidien de certaines personnes. Euh, donc à voir.
Ok. Et du coup, comment tu arrives à gérer ces deux gros projets, on va dire, parce Mm. que bah, forcément, tu dois à la fois consacrer ton temps pour une entreprise, que tu sois en freelance ou en CDI, peu importe, et à côté, tes projets perso qui doivent aussi prendre beaucoup de temps. Où est-ce que tu en es dans ce deuxième projet-là? Est-ce qu'il y a déjà des applications qui ont vu le jour? Ou est-ce que au contraire, bah, ça fait plusieurs mois que tu bosses dessus? Enfin, moi, je le vois, tu vois, il y a beaucoup, souvent, je vois dans les commentaires de mes vidéos, alors, ça en est où cette Mm. application-là, l'application de fitness, machin, ça en est où, on veut la voir. Et c'est vrai que je suis toujours un petit peu tiraillé parce que il y a cette activité Ouais. principale. Moi, en l'occurrence, c'est la création de contenu, mais ça peut être un job à plein temps ou même à mi-temps, à temps partiel pour quelqu'un d'autre. Et à côté, t'as ces projets perso où tu sais que t'as envie de passer plus de temps dessus, mais en même temps, on est dans un domaine où c'est pas vraiment cadré. T'es pas, tu bosses pas vraiment à des horaires fixes où tu dois arriver le matin à 9h et puis après à 19h tu pars. Ce qui fait déjà des grosses journées, mais où tu dis, ok, à telle heure, j'arrête mon boulot et le vendredi soir, je suis en week-end. Moi, je le vois bien. Les week-ends, ils sont hyper. Enfin, la limite entre les week-ends et la semaine, elle est hyper floue. Est-ce que tu arrives à gérer ça, à gérer ces deux projets-là? Enfin, voilà, comment tu ressens tout ça? Je pense que je suis vraiment pas un exemple à suivre sur ce terme-là parce que genre en fait j'ai limite pas de d'entre-deux entre week-end entre Hmm, boulot parce que en fait comme j'aime ce que je fais pour moi c'est comme si je me détendais sur la console, tu vois. hmm, euh, donc j'ai pas trop cet entre-deux où vraiment je me pose et je fais complètement autre chose. Ça m'arrive des fois, j'en ai besoin forcément comme tout le monde, je pense à un moment on a besoin de décompresser, de sortir un peu de ce cadre où on développe. Euh, mais voilà, moi typiquement j'essaie d'un maximum d'avancer dessus bah, quand j'ai du temps, quand je rentre du boulot ou même le matin avant d'aller au boulot, j'essaie d'avancer sur ces projets-là. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup, c'est beaucoup plus étalé sur le temps parce qu'on va hmm. passer 2-3 heures par jour alors qu'en temps plein on pourrait y passer 9 heures, mais on peut pas parce qu'on a nos activités principales comme tu l'as dit. Ouais, carrément. Et on peut pas parce qu'il faut aussi bah, payer le loyer et puis Bah c'est pour ça, réussir à manger. c'est pour ça. Et enfin, aujourd'hui, comment tu gères ça? Est-ce que t'es financièrement indépendant dans le sens où là, en fait, enfin, on n'a peut-être pas assez insisté dessus, mais là, tu viens de finir tes études. Tu t'es quand même créé un petit peu un job sur mesure, dans le sens où c'est toi qui vas chercher tes clients. Alors, même si tu peux pas dire merde du jour au lendemain aux clients, mais je suppose que tu choisis quand même un petit peu tes missions, tu choisis tes clients et t'as quand même une certaine liberté, on va dire, dans ton emploi du temps, même si tu peux pas faire n'importe quoi. Euh, je pense que c'est intéressant quand même de mettre l'accent sur le fait que tu as créé ton job sur mesure. Est-ce que c'est comme ça, toi, que tu le vois, ou pour toi, c'est un petit peu bah, le chemin classique de je suis développeur, je vais trouver une mission freelance comme j'aurais pu candidater pour un poste à temps plein dans une boîte. C'est difficile à dire. Comme j'étais en recherche forcément, bah, je cherchais des clients qui me plaisaient. Euh, Hmm. Maintenant en fait je considère qu'aujourd'hui encore je suis un junior, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que même s'il y a pas mal d'expérience qui est derrière, je considère que je suis encore un junior parce que il y a encore plein de choses à apprendre et j'espère garder cette vision même quand je serai senior parce que c'est comme ça qu'on évolue en se disant qu'on est tout le temps junior. Euh, tout, je dirais que construire un job sur mesure, euh, oui et non en fait, c'est difficile à dire parce que oui j'ai fait de l'acquisition client, oui j'ai choisi plutôt choisir la voie du freelance. Euh, Mais en même temps, forcément, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de finir mes études, puisque mes études, je les finis après mon expérience freelance. Hmm. Euh, donc, malgré que ce soit sur la contrainte, j'ai un peu choisi, mais je pense, que c'est entre les deux, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de réponse blanc ou noir, c'est un peu plus gris. Ouais. Ok. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Valentin pour ce retour d'expérience. C'était hyper intéressant de voir bah, comment, avec le peu d'expérience que tu avais, parce que je pense qu'on peut clairement dire ça comme ça, t'avais 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans d'expérience, mais en tant qu'étudiant, tu as réussi
à trouver tes premières missions en tant que freelance, même si c'était peut-être un petit peu bancal, même si tu as chargé beaucoup moins que ce que tu aurais dû. Voilà, tu nous as dit que c'est comme du bonus, et au final, c'est ce qui t'a aussi peut-être permis de te lancer plus rapidement et de ne pas attendre plusieurs années d'expérience ou de manque de confiance en toi. Là, c'est ce qui t'a permis de te lancer directement. Donc c'est peut-être ce qu'on va retenir au final de cet épisode. Ne pas forcément réfléchir plus que ça, essayer d'acquérir un maximum de compétences techniques, mais aussi de savoir que c'est pas parce que tu sais pas quelque chose aujourd'hui que demain tu ne le sauras toujours pas. Et puis aller chercher les compétences là où il faut. Merci beaucoup à Merci toi. à toi, Quentin. Et puis peut-être à bientôt dans un nouvel épisode pour de l'acquisition client et comment trouver ses premiers clients en freelance. J'espère. Merci beaucoup, Quentin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On y répondra le plus vite possible. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.